3, 2, 1. Here we go! Alors bonjour ou rebonjour et en tout cas bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette édition Cyclo 2021 consacrée à la Nouvelle-Aquitaine. Nous accueillons ici à Bordeaux. Nous nous trouvons en studio en compagnie de certains des intervenants qui s'expriment devant vous, que vous pourrez interpeller éventuellement à travers vos remarques et vos questions que vous pouvez exprimer sur le chat à tout moment de ces conférences. Alors, la conférence qui suit, comme vous le savez, est consacrée à la ressource en eau, à la maîtrise des consommations des usagers des services publics de l'eau. C'est une conférence qui est co-organisée par la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, dont nous avons ici en présence le vice-président, M. Hervé Paul, que je vous présenterai tout à l'heure. Hervé Paul, qui est référent en cycle de l'eau à la FNCCR. Vous êtes en compagnie de M. Alain Dupuis, qui est membre du comité scientifique régional sur le changement climatique. M. Patrick Azienbas, qui est chargé de mission usage et territoire au SMEGREG, vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. M. Colin MacDonald, co-gérant de la société Agvo, qui se présentera également un peu plus avant. Et nous aurons en ligne à distance dans quelques minutes Monsieur Marc Lambert, qui est directeur de la régie de service des eaux du Vivier Communauté d'Agglo du Niortais, qui se présentera également peut-être un petit peu plus avant. Alors, sans transition trop longue, puisque comme vous le savez, nous vous avons proposé d'intervenir dans le cadre d'interventions un petit peu contraintes en termes de temps, d'illustration, compte tenu du format dans lequel nous sommes, un format hybride certes, puisque vous êtes présents physiquement, mais vous savez que la plupart des participants et participantes nous suivent en ligne. Et donc, pour leur propre confort, nous avons pris le parti de leur proposer des présentations relativement denses, courtes et synthétiques. Alors, dans le contexte du changement climatique que nous avons évoqué dans une précédente table ronde, précédente conférence, avec ses impacts évidemment sur la ressource en eau, développer dès à présent un usage plus sobre de l'eau et l'économiser est une priorité si l'on veut éviter des tensions plus catastrophiques à l'avenir. Chaque usager de l'eau, les individus que nous sommes, les collectivités, les acteurs économiques, chacun de ces usagers est concerné, notamment ceux des services publics d'eau. Les collectivités en charge de ces services publics ont pris parfois depuis longtemps des initiatives visant à inciter les usagers à réduire leur consommation d'eau. C'est ce dont vous allez nous parler, c'est ce dont vous allez témoigner, messieurs, successivement. Et pour commencer, M. Alain Dupuis, qui est membre donc du comité scientifique régional sur le changement climatique, à Climatera, par ailleurs professeur en hydrogéologie et directeur de l'ENCEGID, de la grande école de Bordeaux. Vous nous proposerez d'introduire ces sujets des enjeux du changement climatique, de la raréfaction des ressources et des conflits d'usage, ainsi que de l'optimisation des usages et des économies de potentiel. Nous le disions dans la précédente table ronde, nous avons parlé d'épargne de l'eau, enfin tout ce qui peut aller dans le sens d'exploiter ce gisement que représenterait le gaspillage de l'eau. Monsieur Dupuis, je vous laisse nous planter en quelque sorte le décor de notre discussion. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, le décor est le suivant, c'est le changement climatique nous oblige à nous adapter. Alors on a deux stratégies en face du changement climatique, l'atténuation ou l'adaptation. Et l'adaptation, les deux sont indissociables. En termes d'adaptation, on l'a vu, le changement climatique, au moins sur le territoire métropolitain, ça veut dire quoi en termes d'eau? Ça veut dire que la disponibilité en eau va évoluer. Je ne parle pas de ressources. On a vu que les projections nous donnent jusqu'à 10% de baisse potentielle. 10%, c'est typiquement ce que la météo nous habitue en termes de variabilité. Donc, on sait faire. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, ou pas bien faire, et dont les économies d'eau sont une des solutions, c'est de s'adapter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité d'eau qui va précipiter sur un cycle annuel va être à peu près la même chose, à 10% près. Ça marche. Sauf que, en un point donné, en un lieu donné, donc, et en un temps donné, sur une temporalité donnée,
la disponibilité en eau pour satisfaire tous nos besoins, elle va chuter. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à devoir gérer des quantités d'eau relativement importantes en hiver. Et les derniers exemples des derniers hivers que l'on a pu vivre nous l'ont confirmé. Et puis, il faut s'attendre à une baisse des précipitations relativement conséquente depuis le printemps, l'été, voire l'automne. Autrement dit, pas d'eau à disposition ou à disponibilité directe via l'atmosphère pour satisfaire les besoins de l'agriculture, pour satisfaire des besoins quotidiens d'usagers lambda tels qu'on peut l'être tous et toutes. Et comment faire ? Et comment faire quand l'agriculture, on le sait, au niveau national, c'est à peu près 40%, 45% de la demande en eau totale. Mais le deuxième poste, c'est la consommation en eau des particuliers. C'est notre consommation en eau. Et j'en fais partie, nous en faisons partie. Et donc, ça peut représenter jusqu'à 35%, voire 40% de ce volume-là. Et là, il faut agir. Et c'est une nécessité d'agir. Donc, l'économie d'eau, ça sera, j'imagine, assez illustré, est une des ressources. Si on transforme l'économie comme une ressource. Mais pas que. Il y a le volet sociologique, puisqu'il y a le comportement. Comment fait-on pour s'adapter quand il va faire plus chaud et que les consommations augmentent? Parce que vous, comme moi, on ne sait pas refroidir notre corps. On est des usines à faire du chaud, physiologiquement parlant. On n'est pas des usines à faire du froid. Et plus il fait chaud, plus on consomme. Et plus il fait chaud, plus on a chaud. Et comment on lutte? En fait, le premier réflexe, je pense que ça sera abordé, c'est de consommer plus. Mais ça, c'est, on va dire, en termes de bilan et de chiffres, de projection, c'est incompatible avec une disponibilité en baisse. Sans parler de la qualité qui ne va pas s'améliorer. Alors, quand vous parlez de ce deuxième poste de 35%, voire plus, de l'eau potable dans le bilan général, c'est sans compter en plus sur des faits quantitatifs que sont, par exemple, l'attractivité de la région Nouvelle-Aquitaine, non seulement en termes touristiques, mais également l'attractivité vis-à-vis de nouveaux habitants, par exemple, qui vont encore compliquer l'équation. Alors oui, c'est un système d'équations. Il n'y en a pas qu'une, malheureusement. Il n'y en aurait qu'une, on saurait peut-être la résoudre, mais il y en a plusieurs. Effectivement, vous l'avez dit, il y a une attractivité tout au long de l'année. Et en plus, vous avez une attractivité estivale qui fait qu'on se retrouve, comme d'autres territoires en France, mais particulièrement sur la façade atlantique, avec une augmentation et des populations parfois multipliées par 10. Et il faut adapter parce que les collectivités ont un devoir de fournir de l'eau, mais de l'eau sanitairement compatible avec l'usage, donc de l'eau potable. Et ça devient de plus en plus compliqué quantitativement, et je le redis, qualitativement. Merci, monsieur Dupuis. Vous avez quelque chose à ajouter? En tout cas, n'hésitez pas à intervenir. Je permettrai de prendre la parole. Bien sûr, je vous y invite d'ores et déjà. Monsieur pardonnez-moi, monsieur Patrick Eisenbach, vous êtes chargé de mission usage et territoire au SMEGREG, qui est un EPTB, en fait, un syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde. Et je vais vous laisser nous faire part de vos connaissances en la matière à travers une présentation du SMEGREG, très rapidement si vous le voulez bien, de sa vocation et de vos outils de sensibilisation aux économies d'eau, ainsi qu'une présentation de l'étude sur la maîtrise des consommations des usagers girondins à laquelle vous êtes adonné, si je puis dire, que vous avez faite récemment. Merci beaucoup. Oui, donc le SMEGREG, on est EPTB. Juste pour vous présenter le sujet, on est une collectivité qui a été créée maintenant il y a plus d'une vingtaine d'années par la communauté urbaine de Bordeaux et par le département de la Gironde, en lien avec un constat lié à un prélèvement trop important dans une nappe souterraine, puisqu'on est sur une nappe, on est sur des prélèvements souterrains en Gironde. On a 97% de nos prélèvements pour l'eau potable qui sont en nappe souterraine, en nappe profonde même, ce qui est vraiment une particularité de ce département. Donc, suite à ce constat de trop de prélèvements dans la nappe, principalement dans la nappe de l'Éocène du département, a été créé le SMEGREG, et puis a été décidé de mettre en place un SAGE, SAGE nappe profonde, qui est le premier SAGE lié aux eaux souterraines en France, donc qui est le SAGE nappe profonde de Gironde, dont l'objectif est de retrouver un équilibre de cette ressource en eau en nappe profonde. Voilà. Donc le SAGE a parlé d'abord en fait. Donc l'objectif, avant de créer des ressources, d'aller rechercher d'autres ressources de substitution, c'est de faire des économies d'eau. C'est la priorité du SAGE.
C'est pour ça que ce travail a été élaboré au niveau du SMEGREG, le SMEGREG qui est le secrétariat ADIC de ce sage nappe profonde. Alors je vais vous montrer un peu des choses qu'on a réalisées à l'échelle de la Gironde. Voilà, donc depuis 2003 en Gironde, on a mené des actions d'économie d'eau. Donc ce sont des actions en fait tournées d'abord principalement vers le grand public, avec un site j'économisel'eau.org qui existe, qui permet de préciser toutes les démarches d'économie d'eau qu'on peut réaliser que ce soit en domestique, en collectif ou en industrie. Avec aussi des campagnes d'affichage qui ont été faites au niveau du département, et puis aussi des espaces info économie d'eau, qui est en fait calqué un peu sur les espaces info énergie, et ce sont des associations qui travaillent pour le SMEGREG et qui vont faire de la sensibilisation aux économies d'eau. Avec là, par exemple, on a un banc notamment qui montre un peu l'intérêt d'utiliser des mousseurs, par exemple. On a mené aussi, toujours dans le cadre des actions grand public, de la distribution de kits, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet MAC-Eau, qui est un projet piloté par le département de la Gironde, et qui était un projet LIFE+, de l'Union européenne. L'objectif, c'est de distribuer 60 000 kits hydroéconomes, mais aussi de mesurer cet impact de ces kits. Et on a pu se rendre compte qu'en moyenne, on avait l'ordre de 12% d'économie d'eau par kit distribué. Donc c'est déjà intéressant de faire ce travail. On a aussi des actions tournées vers les scolaires, parce que c'est important que on sait que c'est important que les enfants et c'est la sensibilisation à ce titre, et puis aussi porter la bonne parole auprès de leurs parents. À l'intérieur des familles, ce sont des véritables relais ambassadeurs. Tout à fait, ouais. Donc on essaie de faire en sorte que chaque enfant girondin puisse être sensibilisé au moins une fois lors de sa scolarité. Et puis, bien sûr, sans parler du sujet des économies d'eau chez les usagers, il y a aussi un gros travail qui a été mené pour réduire les pertes, avec des obligations pour les services d'eau potable de créer des diagnostics de réseau, de mettre en place des diagnostics de réseau, de sectoriser le réseau. Donc là, on a un exemple de sectorisation sur un syndicat du département, avec des débitmètres qui sont mis en place pour mieux savoir où sont les fuites sur un réseau. Et puis même aussi, l'équipement à droite, ce sont des réducteurs de pression qui permettent de diminuer les pressions sur le réseau, donc diminuer les fuites. Donc ce travail-là, de sectorisation, il est principalement mené aussi par le département, avec une cellule qui est spécifique, qui travaille sur l'eau potable. Donc toutes ces actions, elles ont été menées depuis 2003. Donc ce qui fait que quand on compare, depuis 1968, les volumes prélevés pour l'eau potable ont augmenté constamment, lié aussi entre autres à la mise en place des derniers réseaux d'eau potable sur les communes girondines. Donc on est passé en gros de 60 000 à 60 millions de mètres cubes à plus de 120 millions de mètres cubes en 2003, avec une augmentation de la population qui a été plus forte qu'avant. Donc on aurait pu s'attendre par exemple à ce que les volumes prélevés augmentent de la même façon, voire même un peu plus que ce qu'on a là. Grâce à ce travail qui a été mené en fait, pour les économies d'eau, on se rend compte, on n'est pas peu fiers du résultat, on a réussi à stabiliser ces prélèvements sur la Gironde, donc on est autour de 120, 100 millions, malgré une augmentation de 220 000 habitants sur cette même période depuis 2003. Voilà. Grâce à ça, on a pu éviter un investissement important en termes de ressources de substitution, d'où l'intérêt de faire cette campagne d'économie d'eau. Au départ, le SAGE avait prévu de faire 3 grands projets de substitution. Grâce à ça, on aura uniquement à en faire 2 pour préserver cet équilibre dans les nappes profondes. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va repartir? Est-ce que la courbe va remonter? Est-ce qu'on va réussir à faire encore d'autres économies d'eau?
Donc savoir, est-ce qu'on va encore réussir à civiliser, parce qu'on est toujours sur une très forte augmentation de la population. C'est pour ça donc on a mené en fait avec différents partenaires de recherche, l'INRAE, l'ENCGID, Bordeaux-Montaigne, si j'en oublie pas, l'UMR Passage notamment, un travail pour essayer d'affiner la prospective de la demande en eau, savoir quels allaient être les prélèvements d'ici 15 ans, voire plus. Donc, on avait déjà mené ce travail dans le cadre du sage d'infrafonde. On avait fait des hypothèses de consommation qui étaient à peu près les mêmes, quels que soient les syndicats. Mais on s'est dit, c'est peut-être pas forcément la réalité, et c'est peut-être important d'aller un peu plus en détail en termes de consommation par territoire, voire même en termes de consommation liée au changement climatique. Donc on a d'abord fait un travail d'approche préalable par territoire. On a utilisé des données en termes d'habitat, en termes d'équipements collectifs qui existaient, par exemple en termes de lycée ou bien d'équipements de santé, et également en termes d'équipements économiques, pour classifier en fait les différents services d'eau de Gironde en fonction de ces différentes données. Donc on a mené ce qu'on appelle une analyse en composantes principales. On a classifié ces différents services qui sont là dans les 5 classes dans les différentes couleurs. Et avec ça, on a pu différencier donc ce qui est services urbains, ce qui est services communaux urbains au milieu de zones rurales, les services périurbains et ruraux, et les services ruraux, avec aussi une économie liée aux touristes et aux activités viticoles, et puis aussi les services fortement touristiques. Voilà. Donc on se rend compte qu'on a des fortes variations en termes de consommation entre les différents services, et ce résultat va nous permettre de différencier un peu mieux les services pour faire une prospective différenciée, on va dire, en fonction des territoires. En parallèle, on a profité du confinement qui a été mené de mai 2020 pour faire un petit travail pour voir quel était l'impact du confinement en termes de prélèvement. Ça, c'est important, notamment pour prendre en compte le travail, voire même la mise en place du télétravail, qui sera peut-être plus important dans les années qui viennent. Et puis pour compléter, bien sûr, en Gironde, comme l'a dit Alain, on a un impact fort du tourisme. On a fait un travail spécifique grâce à des données du comité régional du tourisme. Et donc on a travaillé sur le sujet. On s'est rendu compte que la consommation liée au tourisme en Gironde était de l'ordre de 13%, avec en moyenne 170 litres par nuitée par touriste. Donc c'est ce premier travail par territoire. Ensuite, on a essayé de regarder quel était l'impact du changement climatique sur les volumes prélevés. Ce qu'on entend souvent, alors c'est une étude en fait qui avait été menée par le SMEGREG, dont Alain a parlé en début de matinée. C'est pour 1 degré de température maximum supplémentaire, on a une augmentation de 1,6% de consommation d'eau potable. De consommation, voilà. On a essayé d'affiner ce travail en affinant à la fois sur l'effet de la température maximale journalière, également les effets de la durée de temps sec, donc les périodes de sécheresse, et puis en même temps, donc on a fait un travail sur les volumes journaliers. Là, c'était sur la métropole, mais on a travaillé sur différents services girondins. On a essayé de voir aussi quel était l'effet du jour de semaine, week-end en termes de volume journalier, l'effet vacances, bien sûr, l'effet jours fériés, et les effets, avec des effets aussi de périodes spécifiques, comme la première quinzaine de août, où on se rend compte qu'on a moins de consommation. Donc ces modèles qui ont été réalisés nous permettent en fait après d'utiliser les scénarios du changement climatique. On a fait une première approche sur ce sujet et on s'est rendu compte que la différence entre le scénario RCP 8.5 et le 2.6 ou même le 4.5, je crois, on voyait une tendance d'augmentation de l'ordre de 2 à 3% des volumes prélevés à échéance 2100. Voilà. Donc c'est vraiment, on a une augmentation, mais qui n'est peut-être pas si importante, et c'est peut-être à la limite plus l'évolution de la population qui va agir, mais on a quand même un impact qui est à prendre en compte. Donc deuxième partie du projet. Donc on avait travaillé à l'échelle des consommations et à l'échelle des services, mais on s'est dit aussi que c'était important aussi de se retourner aussi vers les individus, vers les ménages, pour voir un peu comment ils consommaient, que ce soit
en termes de volume et d'usage, tout simplement, et puis aussi en termes de pratique. Est-ce que les pratiques changent selon différents ménages? Donc on a fait d'abord une étude de type sondage auprès de 1000 Girondins, où on a posé des questions liées à leurs pratiques et leurs usages chez eux. Donc en termes de boissons, par exemple, on se rend compte qu'on a pas loin des 2/3 des Girondins qui prennent de l'eau potable pour leurs boissons. Ce n'est pas forcément le volume le plus important en termes d'usage, mais c'est quand même intéressant d'avoir l'enseignement. On a aussi récupéré des données concernant l'hygiène corporelle. On a par exemple des taux de douche journalière par personne à 1,07 avec une durée moyenne qu'on a pu récupérer, avec aussi les bains et puis ce qu'on appelle aussi la toilette de chat. Donc, voilà. Alors je vais vous éviter trop les chiffres, mais c'est pour vous montrer les résultats qu'on a pu obtenir. En termes aussi de gestes d'économie d'eau, on a 50 à 60% des personnes qui arrêtent leur robinet lorsqu'ils font la vaisselle, lorsqu'ils se lavent les dents, etc. Et puis en termes de récupération d'eau, là, on est sur des taux un peu plus faibles, autour de 5 à 15% selon l'usage. Quand on dit récupération d'eau, c'est quand on récupère de l'eau en début de douche, par exemple, parce qu'on laisse couler la douche. Des données aussi sur les équipements, en termes d'équipements électroménagers, lave-linge, lave-vaisselle, avec une différence entre les maisons et les appartements, entre autres. Des données aussi sur la présence dans le logement. C'est important aussi de savoir combien de temps en moyenne les gens sont chez eux en termes par rapport aux vacances, par rapport au week-end, et puis aussi par rapport au télétravail. Et puis des données aussi aux extérieurs. On sait que les extérieurs sont des usages assez importants en termes d'arrosage, en termes de présence de piscine aussi et de surface des moyennes de piscine. Donc avec ce travail-là, on va pouvoir reconstituer en fait la consommation des habitants girondins un peu plus précisément que ce qu'on avait fait. On parle souvent d'une valeur de 40% pour les usages de salle de bain. Là, on s'est rendu compte qu'on est plutôt autour de 50 à 55% de l'usage dans les salles de bain pour les Girondins. Et puis pour finir, on a fait aussi un travail en complément, pour compléter un peu tout ce travail, d'une enquête qualitative auprès de 25 ménages girondins. Donc là, avec des entretiens de 2 heures à domicile qui ont été réalisés. Pour identifier quel concept ou quelle valeur on met derrière l'usage, tel usage de l'eau. Tout à fait, ouais. Avec une approche un peu plus sociologique, donc pour analyser les pratiques, comprendre les logiques d'action et les mobiles du changement des comportements des usagers par rapport à l'eau potable. Et puis identifier les variables et les dimensions structurantes qui peuvent aussi agir sur les usages. On s'est rendu compte qu'il y avait trois points importants. C'est que ce qui est important aussi, c'est la structuration sociale au sein du ménage. Le passé qu'on a, une personne qui avant n'avait pas forcément d'eau, fera peut-être plus attention en usant. C'est pas la même culture de l'eau. Ouais. L'importance aussi de l'organisation technique au sein du ménage, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de savoir notamment les emplacements des différents équipements au sein du ménage. Et puis aussi, dernier point, sont les rapports à l'eau liés au savoir et aux représentations sociales. On se rend compte que les usagers ne connaissent pas forcément l'organisation des services d'eau. Ils se confondent souvent régie, syndicat, délégation. Donc c'est vraiment important à prendre en compte. Et puis aussi tout ce qui est aussi symbolique autour de l'eau. Entre autres, il y avait une personne qui avait dit, moi, à chaque fois que j'ouvre mon robinet, c'est comme un miracle. C'est assez miraculeux. C'est vrai que c'est important de s'en rendre compte. Donc autour de ça, avec cette étude qui a été menée par une personne des DINRAE, Kevin Caillot, on a réussi à classer en fait les différents types d'usages: ordinaire, plaisir, confort, loisir, hygiénique, médical, valorisable et spirituel. Voilà, donc ce travail il a été mené en 2020 sur une période d'1 an. On sait qu'on a encore des choses à approfondir, mais on espère pouvoir la transposer à d'autres territoires, pourquoi pas, que ce soit au niveau de la Nouvelle-Aquitaine ou bien au niveau national, pour puis faire en sorte que les laboratoires, pas nous SMEGREG puisqu'on reste à l'échelle girondine, mais en tout cas que les labos de recherche, INRAE, UMR Passage, NCGID, puissent aussi, et donc Géoressources et Environnement, puissent s'emparer de ce sujet pour essayer de transposer ce travail, parce que nous, au niveau du SMEGREG, on est sur un sujet pas forcément lié à la sécheresse. On a de l'eau toute l'année en Gironde, justement parce qu'on prélève dans les nappes profondes qui sont indépendantes du climat, on va dire.
Mais par contre, il y a d'autres départements où on se rend compte qu'en période de sécheresse, on peut avoir plus de coupures d'eau. Donc ce travail-là pourra être appliqué en fonction des demandes locales aussi dans d'autres départements. Alors effectivement, quelle que soit l'origine de la ressource en eau, ça reste, les actions proposées ou les leviers que vous suggérez restent valables dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Oui, tout à fait. Ouais. Absolument. Après, Merci beaucoup, Monsieur Eisenbeiss. Si le temps nous le permettait, je serais tenté de vous demander des détails sur certains de vos chiffres. Mais effectivement, pour illustrer encore un petit peu plus avant, en termes de prospective, ce qui peut être envisagé à l'avenir et ce qui peut intéresser un certain nombre de nos auditeurs, quels sont les prochains leviers envisagés qui seraient prioritaires à vos yeux? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser tout à l'heure, en regardant un de vos chiffres, qu'il y a encore 25%, enfin quand je dis encore, parce que je pense que c'est une tendance baissière, il y a encore 25% des individus qui prennent des bains. Alors qu'effectivement, une communication est faite depuis un certain temps sur l'intérêt de prendre une douche plutôt qu'un bain. Est-ce que c'est un levier? Est-ce que c'est un gisement potentiel important? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des axes sur lesquels vous voudriez prioriser ou vous recommanderiez de prioriser la communication? Alors, c'est un peu compliqué votre question. Ce qui est important, à mon avis, c'est les démarches qu'on a entreprises au niveau du SMEGREG en termes d'économie d'eau. On n'a pas voulu être très prescriptif par rapport aux usagers. Ouais. On a été vraiment plus sur le conseil. On n'a pas dit aux gens, on n'a pas essayé de les culpabiliser. On leur a bien dit qu'on pouvait faire des économies simples sans perte de confort, que ce soit sur les gestes ou que ce soit sur les équipements. Donc effectivement, on se rend compte que des douches, on peut y gagner. On s'est rendu compte dans les résultats qu'on a eus que, par exemple, les personnes plus jeunes avaient un usage plus important de l'eau en termes de douche, par exemple. Donc on peut peut-être se tourner vers ces faire de la formation plus ciblée. Faire de la formation un peu plus ciblée. Voilà. La question est de savoir est-ce qu'on pourra encore faire plus d'économies d'eau. En tout cas, nous, en Gironde, on est déjà sur des taux de consommation qui sont les plus faibles en fait au niveau du bassin Adour-Garonne. Donc, on n'est pas fiers de le mettre en avant. Mais la question est est-ce qu'on peut encore gagner? C'est pas impossible. Peut-être en faisant vraiment une distribution généralisée de kits hydroéconomes, en faisant attention à ce que les gens le posent et le posent bien, ces équipements. Et puis, je pense que le travail des économies d'eau, il est aussi à faire au jour tout le temps, de manière permanente. Et il ne faut pas oublier de toujours faire la sensibilisation, la communication pour qu'on... Et puisque vous semblez, pardonnez-moi, puisque vous semblez sensible, effectivement, notamment aux dispositifs qui peuvent aider à l'avenir dans l'équipement des maisons et collectifs, etc. Vous avez procédé, par exemple, à cette vulgarisation des mousseurs ou des kits. Et, intuitivement, est-ce que vous voyez un avenir particulier pour toutes les solutions nouvelles qui apparaissent? Et il y a un certain nombre d'exposants de Cyclo qui sont justement sur ce créneau de l'économie d'eau avec là aussi des gisements considérables, des systèmes de douche cyclique, etc., avec récupération de l'eau. On se croit presque parfois dans les stations spatiales dans lesquelles on recycle à 100% quasiment. On s'en approche technologiquement. Est-ce que ça fait partie des leviers sur lesquels il va falloir compter? Ça sera peut-être un levier. Peut-être qu'on va réussir à encore diminuer les consommations, mais c'est quand même des équipements qui demandent un engagement spécifique des usagers, avec des coûts aussi. Quand il faut mettre en place une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée, c'est un coût important. Ça relève d'un engagement personnel, individuel, probablement. Aussi financier. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment axé sur des choses simples. Oui, tout à fait. Après, il y a peut-être... Et accessible au plus grand nombre. Tout à fait, accessible au plus grand nombre. Parce qu'on pourrait aussi imaginer la généralisation des toilettes sèches, mais on se rend compte qu'on est sur des choses vraiment différentes en termes de confort et puis en termes de praticité. Aussi, oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, il y a quelques niche comme ça, me semble-t-il, mais il y a des choses qui sont plus universelles ou plus transversales à vos yeux. Tout à fait, Merci. Après, je vous en prie. Et juste pour terminer, on travaille aussi à la fois vers les collectivités. On essaie de faire en sorte, c'est pas forcément très important en termes de volume d'eau, mais en termes d'exemplarité, c'est important que les collectivités fassent le travail en termes d'économie d'eau. Et puis aussi, on travaille aussi vers des usagers spécifiques. En Gironde, on travaillait sur les centrales béton, mais aussi en Gironde, on est sur des châteaux. Donc on fait actuellement une étude pour essayer de mieux connaître les usages de l'eau potable dans les châteaux viticoles. Merci beaucoup, Monsieur Eisenbeiss. Monsieur Dupuis, je me retourne vers vous parce qu'effectivement, on voit un certain nombre
de recommandations tout à fait pertinentes et j'ai beaucoup apprécié notamment votre approche sectorielle à double sens, c'est-à-dire à la fois géographique mais aussi en fonction des secteurs industriels, agricoles, etc., usagers prioritaires ou majoritaires. À terme, pour éviter évidemment que ces conflits d'usage ne se transforment pas en guerre de l'eau en Gironde et ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine et en d'autres régions, est-ce que la sensibilisation, l'information aux usagers est suffisante ou comment faut-il l'envisager ? Non, je pense qu'elle n'est pas suffisante, mais enfin, il y a une énorme difficulté, c'est que c'est très complexe. On part avec, chacun d'entre nous part avec une habitude, une histoire humaine, et on est issu d'un territoire et même d'un pays où on n'a jamais eu, ou très rarement, des problèmes d'eau. Et que c'est nouveau, c'est une contrainte que l'on fait subir à nos concitoyens. Et ça, il faut l'assimiler. C'est pas simple du tout. Et quand on explique les choses qui sont encore moins simples à expliquer, ça complexifie d'autant plus. Et malheureusement, c'est une nécessité. Alors, on est obligé d'aller vers de la communication, de la médiation. Hein. C'est vraiment une explication du comment, du pourquoi. Il y a un risque de plafond de verre. Enfin, ce n'est pas un risque, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Quand on nous demande de faire des modèles de prospectif en termes de ressources, c'est très compliqué. On a de la complication sur le climat en lui-même, sur le fonctionnement des hydrosystèmes, ce qui n'est déjà pas simple. Et en plus, on doit tenir compte de cette variabilité de l'évolution de notre propre consommation. Je dis nous, c'est tous usagers confondus, industriels, agriculteurs, privés. Et malheureusement, il faut l'expliquer. Enfin, malheureusement. Et on a une obligation, une ardente obligation de l'expliciter. Ça, c'est obligatoire. Et je pense que là, scientifiques, utilisateurs, décideurs, politiques, donneurs d'ordre, on doit tous s'y mettre. Et sinon, de même que les scientifiques du GIEC, en ce qui concerne le climat, ont été amenés à faire des recommandations radicales, voire un peu coercitives parfois, est-ce que le scientifique que vous êtes recommande, et puis votre groupe de réflexion en général, est-ce que vous recommandez des actions un peu plus coercitives que informelles ? Coercitive, non. Mais par contre, on a formulé des recommandations. L'hydroéconomie, de base, oui. Le mix hydrique, oui. C'est-à-dire envisager un panel de solutions et pas se focaliser sur telle ou telle solution qui pourrait être ou pourrait apparaître comme une solution adaptée maintenant, mais qui à moyen terme pourrait se révéler plus dangereuse qu'efficace. Et contre-productive. Oui. C'est l'idée de bien mesurer, et ces études-là y participent, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître le milieu naturel, ça c'est notre domaine à nous, scientifiques, et il y a tout un volet d'études sociologiques qui doit nous apprendre et nous donner des clés pour apprendre la société de consommation, parce que celle-ci, il faut l'intégrer dans nos modèles. Et ça, c'est très complexe. Donc oui, on a donné des recommandations. C'était adressé notamment à la région Nouvelle-Aquitaine. Elle en a tenu compte. Elle a intégré une partie de nos recommandations dans sa feuille de route Néoterra. C'est un énorme pas en avant, mais on continue. On continue à travailler avec nos décideurs et nos partenaires. Vigilants et derrière ces décideurs on essaie. Pour les aider à avancer. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis, pour ces compléments. Vous pourrez réintervenir à d'autres moments, notamment après ce deuxième temps de la conférence que je vous propose de commencer ensemble. Et celle-ci débutera par l'intervention de Monsieur Paul, que j'ai rapidement présenté tout à l'heure. Hervé Paul, vous êtes vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, où vous êtes référent du cycle de l'eau. Vous allez nous présenter en quelques mots, là aussi, le club de bonnes pratiques d'économie d'eau, qui est issu des conclusions des assises à la construction du club, si j'ai bien compris, et quelques mots sur, évidemment, ses missions et vos actions. Bonjour à tous. D'abord, peut-être si vous permettez, en un mot, la FNCCR, c'est quoi ? C'est d'abord une fédération qui regroupe des collectivités. Donc c'est l'endroit où on s'exprime au nom des collectivités très diverses, comme les grandes métropoles, mais aussi les syndicats départementaux, mais aussi des petites collectivités comme des communes, des départements. Et donc c'est vraiment le porte-parole des collectivités. Et je profite, puisqu'on est en région Nouvelle-Aquitaine, pour saluer son président, Xavier Pinta, qui est maire depuis plus de 30 ans de Soulac-sur-Mer. Donc, c'est vraiment le local de l'étape. Alors, le club des bonnes pratiques, comme vous l'avez dit, c'est issu des assises de l'eau. Les assises de l'eau qui ont eu le mérite de mettre le dossier de l'eau au-dessus de la pile, j'allais dire, de faire en sorte qu'on parle tous et beaucoup, et que chacun puisse s'exprimer sur les enjeux liés à l'eau, bien sûr dans ce contexte de dérèglement climatique. Et après une première séquence des assises de l'eau qui était quand même très focalisée sur le renouvellement des canalisations, qui avait été
animé par Sébastien Lecornu, eh bien, Emmanuel Vargon a souhaité qu'on lance une deuxième séquence plus large qui nous permette donc d'avoir des débats qui ont été intéressants parce que tous les acteurs de l'eau se sont retrouvés autour de la table et ont pu s'exprimer. Donc cette deuxième séquence des assises de l'eau, elle a dégagé 3 axes d'action: économiser l'eau, protéger l'eau et partager l'eau. Et c'est autour de ces 3 grands thèmes qu'ont été organisés les débats. Les enjeux, à l'issue de cette deuxième séquence des débats sur l'eau, ça a été des engagements forts pris par le gouvernement et par le ministère d'une baisse des prélèvements pour l'alimentation en eau potable de 10% en 5 ans, puis de 25% en 15 ans. Donc on peut imaginer, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'augmentation peut-être de 2% sur des longues périodes, avoir comme ambition de réduire les prélèvements de 10% en 5 ans, puis de 25% en 15 ans, c'est un enjeu énorme. Et donc, il faut vraiment s'y mettre. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Alors, il y a plein d'outils qui existent. Et l'idée de ce club des bonnes pratiques, c'est justement de mobiliser toutes les bonnes idées, toutes les bonnes actions qui ont déjà été mises en œuvre. Évidemment, on a les PTGE, la réutilisation des eaux usées traitées, plus largement, notamment les questions d'eau non conventionnelle qui ont déjà été évoquées tout à l'heure. Donc, pour atteindre ces objectifs, il faut à la fois réduire la consommation des ménages, c'est le volet que vous nous avez présenté, mais aussi la consommation des services, puisqu'on sait très bien que le service lui-même, pour son organisation, consomme de l'eau, notamment par les fuites, mais aussi les eaux de rinçage de filtres. Enfin, il y a vraiment, dans les usines de potabilisation et dans les usines d'assainissement, des consommations d'eau qui sont spécifiques, qui doivent pouvoir être réduites. Et donc, l'objectif, c'est l'augmentation des rendements, la baisse des eaux de service, et puis aussi mobiliser des ressources alternatives. L'idée n'étant pas que ces ressources alternatives viennent générer des consommations supplémentaires, mais qu'elles se substituent à la consommation. Enfin, ça va paraît évident, mais il vaut mieux des fois le dire parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même approche dans ce domaine. Et donc, pour mettre en œuvre tout ça, a été créé le club des bonnes pratiques d'économie d'eau et de tarification. Donc, l'objectif du club, c'est très clairement de favoriser les bonnes pratiques. L'idée de ce club, et je peux commencer par là, c'est qu'on ne va pas demander aux gens de réinventer l'eau tiède. Il existe beaucoup de choses. On ne part pas de la feuille blanche. Sur nos territoires, dans nos territoires, il y a des tas d'expériences, on les a vues présentées déjà depuis ce matin, qui sont vertueuses et qui permettent de réduire les pressions sur la ressource en eau en limitant les prélèvements, parce qu'on arrive à économiser, on arrive à augmenter les rendements de réseau. À l'échelle nationale, eh bien, il y a des tas de bonnes pratiques qui existent. L'idée, c'est de pouvoir donc les promouvoir, de favoriser la mise en œuvre d'actions pour les territoires qui n'ont pas encore fait tout ce chemin-là. Alors l'objectif, c'est de vraiment d'arriver, en partageant les expériences des bonnes pratiques d'économie d'eau, à, donc, si on peut dire, le club, c'est en 3 actions. C'est d'abord rassembler, mettre en commun les expériences, donc c'est partager l'information. Ensuite, c'est réfléchir ensemble sur les bonnes actions, parce que quelque chose qui est très efficace à Bordeaux sera peut-être moins efficace à Annecy ou à Brest, en raison des réalités du territoire. Donc l'idée, ce n'est pas de fixer une règle qui est applicable partout sur le territoire. Ça, on ne sait pas ce qui marche, mais ça, on sait que ça ne marche pas. Parce que chaque territoire est différent, la ressource n'est pas la même, les contraintes ne sont pas les mêmes, le climat n'est pas le même, la pluviométrie n'est pas la même. Donc il faut s'adapter, réfléchir. Donc partager l'information, confronter les expériences pour arriver à la dernière étape qui est de diffuser les bonnes pratiques et donc de faire savoir. Voilà. Et après, en fonction de la réalité de chaque territoire, on doit pouvoir avancer et c'est le but du club. Alors, rejoindre le club des bonnes pratiques, c'est partager des retours d'expérience, échanger sur les bonnes pratiques, comme je le disais, et participer à ce groupe de travail, c'est aussi analyser des retours d'expérience, parce qu'une photo telle quelle, s'il n'y a pas l'analyse de la situation, elle perd beaucoup de sa pertinence. Et puis, c'est aussi tirer de ces expériences des guides et des outils de valorisation de ces bonnes pratiques. Alors, les différents groupes de travail qui ont été mis en place sont au nombre de 3.
Il y a un groupe de travail qui réfléchit sur les abonnés domestiques, hein, donc les consommateurs, j'allais dire particuliers. On a évoqué tout à l'heure les kits hydroéconomes, les apports des sciences comportementales. Donc on est vraiment dans cette dimension-là du côté humain et du particulier, l'abonné. Voilà. Le deuxième groupe de travail a réfléchi sur les établissements collectifs avec les copropriétés. Et là, on s'aperçoit qu'on a un très grand nombre en France d'usagers du service qui ne sont pas abonnés au service, puisque dans les copropriétés, il y a beaucoup d'espaces qui n'ont pas été individualisés. Et donc, c'est à travers une ligne dans la facture des charges qui est facturée l'eau, mais il n'y a pas d'action directe entre le service public de l'eau et le consommateur qui n'est pas client du service. C'est aussi le cas dans les bâtiments collectifs, qu'ils soient publics, privés, scolaires, périscolaires, sportifs, les espaces touristiques, on l'a évoqué, mais aussi des espaces qui sont beaucoup consommateurs d'eau, les cimetières, les espaces verts et tous les espaces de loisirs. Puis le troisième groupe de travail, lui, s'est intéressé à la tarification et à la facturation, parce qu'on se dit que, évidemment, à travers une modulation de la tarification, on doit pouvoir avoir des effets incitatifs sur les bonnes pratiques. Alors, soit incitatifs à la réduction des consommations, et parfois, il y a des pratiques tarifaires, au contraire, qui, elles, incitent à peu de sobriété. Quand on paye un forfait, on dit je paye tant par mois, ben, j'ai droit, il n'y a aucune raison que je me casse la tête à essayer de consommer moins. Voilà. Avec tous les leviers qui peuvent être mis en œuvre, il y en a de nombreux. Et là aussi, il faut partir de la réalité du territoire. Lorsqu'on est dans une petite commune de montagne ou lorsqu'on est dans une grande métropole, on n'a pas les mêmes consommations. Lorsqu'on est dans une commune où il y a beaucoup de résidences secondaires ou dans une commune, et vous voyez tout à l'heure que pendant les jours de vacances scolaires, la consommation baissait, ça veut dire que les gens du territoire sortent ailleurs. On n'a pas les mêmes réalités. Et donc, on réfléchit à la tarification en fonction de la sociologie et de la topographie et de la réalité du territoire. Et donc, l'idée aussi, c'est que il faut, et ça c'est très important, concilier les baisses de consommation et le maintien à l'équilibre des services publics d'eau et d'assainissement. On dit que les services publics doivent avoir des meilleurs rendements, donc il faut investir sur la sectorisation, sur du renouvellement de canalisation, sur des modèles qui nous permettent, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, d'avoir des effets beaucoup plus efficaces en matière de prédiction des canalisations à renouveler. Mais si on a baissé la consommation des gens, on va baisser les recettes du service et on n'aura plus les moyens d'investir. Donc là, on a vraiment un effet ciseau qu'il faut maîtriser et dont il faut s'emparer très en amont. Donc, 3 groupes de travail qui se sont déjà réunis et qui phosphorent sur toutes les données qu'on a pu recentrer. Donc, comment travaille ce club des bonnes pratiques ? Eh bien, d'abord, je voulais évoquer le travail des groupes de travail. Donc, d'abord, le recueil. Et ce n'est pas simplement demander aux gens, envoyez-nous des expériences, mais aussi on est allé chercher les expériences pour les compiler au niveau national, évaluer ces expériences, analyser les retours d'expérience pour nous permettre donc d'avoir une synthèse des constats. Le but étant de sortir un catalogue des retours d'expérience qui soit à la disposition des membres du club, puis de sortir de ces tableaux de synthèse des propositions et des recommandations qui peuvent faire l'objet donc de fiches vraiment très opérationnelles, de constats et des recommandations pour à la fin sortir une publication du catalogue et d'outils à la destination donc des services publics d'eau et d'assainissement, mais aussi à destination du consommateur individuel et du consommateur des copros ou des consommateurs collectifs ou des collectivités qui utilisent beaucoup d'eau dans leurs services. Alors, pour dynamiser le club et le faire connaître, nous avons souhaité donc, lancer les trophées d'économie d'eau. Donc, le trophée, c'est quoi ? Le but, c'est d'identifier et de mettre donc, en valeur par des récompenses, un label trophée des économies d'eau, du groupe des économies d'eau, les actions bénéfiques. Alors, il y a plusieurs thématiques, bien sûr. Il y a l'information, la communication, la sensibilisation des usagers, domestiques, collectifs, puisque c'est uniquement sur ces consommations-là des services publics que le club des bonnes pratiques s'est centré. L'installation d'outils d'équipement pour réduire la consommation d'eau,
les expériences de tarification alternative à la tarification binôme simple avec un part abonnement et une part variable de temps du mètre cube, des actions de réduction des consommations ponctuelles en période de stress hydrique. Il y a beaucoup d'expériences aussi dans ce domaine, et des propositions d'actions et de prospectives innovantes. Voilà, donc ce trophée a été lancé le 22 mars à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Et il n'est pas trop tard, puisque c'est maintenant qu'il faut en fait s'inscrire pour participer à ce trophée. Donc sur le site qui apparaît et que vous retrouverez évidemment sur le site de la FNCCR, hein, les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 25 avril. Et c'est dans le cadre donc, du Carrefour des gestions locales de l'eau de Rennes, qui sera cette année entièrement en version dématérialisée, que les trophées seront remis officiellement le 5 mai. Donc nous avons constitué un jury avec bien sûr des techniciens de la FNCCR, du ministère et de notre partenaire Idealco qui est la plateforme qui héberge donc toutes ces retours et ces dépôts d'expérience. Bah, bravo, puis les jurés vont devoir travailler très vite là. Exactement. Mais par contre, il reste 3 semaines, donc si j'ai bien compris, pour il n'est pas trop les tard. candidats. C'est le bon moment pour s'inscrire et pour participer. Pour soumettre leur dossier. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Nous reviendrons vers vous certainement, les uns ou les autres, pour vous poser des questions, vous proposer de préciser tel ou tel point de votre intervention. Très synthétique et très bien illustré également. Je passe la parole sans plus tarder à Monsieur Colin MacDonald, ou Colin, on peut dire, vous avez un prénom international. Quant à votre nom, on n'en parle même pas, c'est un patronyme mondialisé. Vous êtes co-gérant de la société Akvo, dont vous allez nous dire un mot en introduction, j'imagine. Entreprise qui propose des solutions, des diagnostics et des solutions pour accompagner les entreprises dans la maîtrise de leur consommation. Et à travers des retours d'expérience d'accompagnement pour les économies d'eau au sein des entreprises et collectivités, vous allez nous faire cette présentation. L'un des usagers qui ont été évoqués parmi la longue liste des usagers, que sont les entreprises. Je vous laisse nous en dire un peu plus, Monsieur MacDonald. Oui, donc bonjour. Donc je suis Colin MacDonald, je suis le co-gérant écossais. Je suis écossais et français, donc j'ai la double nationalité, on peut dire Colin. Heureusement que vous le précisez, parce qu'on n'entend pas du tout. Parce que MacDonald, on pense aux Américains, non, c'est écossais. D'origine, absolument. Et bon, je ne parlerai pas du rugby, du dernier match de rugby, France-Écosse, mais parlons pas de choses qui fâchent. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais bon, je ne pouvais pas perdre, étant donné que j'avais la double nationalité. Exactement. C'est plus facile. Donc oui, je suis le co-gérant de la société Akvo, que je dirige depuis 12 ans avec Armel MacDonald. Et nous sommes spécialisés dans les économies d'eau pour les parties privatives, à prix compteur. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour des grands groupes sur les eaux publiques. Et à côté de ça, je fais l'humanitaire depuis des années. Je suis président d'une association humanitaire qui s'appelle Dynamo, où on va mettre on fait des projets eau assainissement pour les populations en difficulté à travers le monde, notamment dans les pays en développement. Et j'ai une conscience très particulière de ce que ça peut donner le manque d'eau. Encore hier soir, on abordait des sujets par rapport à cette association. On va aider des projets en Guinée. Je reçois des dossiers constamment, donc je sais ce que c'est le manque d'eau. Et j'ai vraiment conscience des difficultés que c'est de ne pas avoir l'eau au quotidien. Voilà, donc on a monté il y a 12 ans cette société parce qu'on a pris compte justement en Gironde du problème des nappes phréatiques profondes, de ce problème de surexploitation des nappes. Et on s'est dit, je me suis dit, technicien de l'eau, si je ne vais pas, qui c'est qui peut y aller pour venir apporter concrètement les solutions et comment travailler sur les parties privatives pour venir optimiser les consommations d'eau, rendre les bâtiments performants, les sites performants et au final apporter du bon sens, parce que ce n'est que du bon sens. Donc pour cela, on a abordé le sujet de l'eau d'une manière que j'ai nommée de performance globale. Ça veut dire que, comme tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées tout à l'heure sur les différentes thématiques qui ont été abordées, mais il y a plusieurs points qui ont été qui m'ont particulièrement touché. L'eau, c'est quelque chose de local. En fonction de là où on se situe, les démarches sont différentes. Mais c'est plus que ça. C'est en fonction des différents sites sur le même département, on consomme l'eau différemment. Total ici va consommer l'eau différemment du Auchan qui se situe à 300 mètres et qui va avoir des utilisations différentes. C'est comment s'adapter
à chaque utilisation de l'eau et être performant pour rendre ces consommations d'eau, aller chercher les points où on peut aller économiser. Et qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de travailler sur les toilettes, par exemple, comme dans des hôtels? Il faut rappeler aussi, on parlait d'économie d'eau, mais que en Gironde, enfin en France entière, la majorité des toilettes, plus de 99% des toilettes en France, sont alimentées à l'eau potable. Ouais. Aujourd'hui, on arrose à l'eau potable. On gère beaucoup de choses à l'eau potable. On lave sa voiture. voiture. Qui peut paraître un peu... un peu compliqué par rapport aux besoins que l'on a aujourd'hui. On parlait aussi tout à l'heure de, si on pousse l'économie d'eau, comment on fait? On va avoir une réduction des prix des factures, mais comment on fait pour maintenir en bon état et comment on fait pour renouveler les réseaux? Entre autres, c'est ce qui coûte aujourd'hui très cher. Si on réduit la consommation d'eau, on réduit les ressources. Donc, comment on fait? Donc, voilà. Nous, on a abordé ça d'une manière générale. On est à la fois bureau d'études, on réalise des solutions techniques, ça veut dire qu'on fait des travaux derrière, on vient un peu sur tous les domaines, et on fait de la maintenance. La maintenance pour pouvoir pérenniser aussi les économies d'eau, parce que quand on met des actions en place, ce qui est très important, c'est aussi de les faire durer dans le temps. Parce que, comme tout, au bout d'un moment, ça s'oublie, ça devient des habitudes, et ces habitudes ont tendance à, si on ne met pas de surveillance derrière, on va créer des surconsommations, et donc anéantir, en fait, au final, les économies d'eau qu'on a réalisées au départ. Donc, pour ça, l'entreprise qu'on a créée travaille, réalise des études et des diagnostics. Donc là, on parlait tout à l'heure des châteaux où le SMEGREG fait des études. C'est nous qui réalisons ces études sur les châteaux. Nous auditons pour identifier quels sont les axes d'optimisation possibles, comment ils consomment l'eau techniquement. Par exemple, comment on va laver des tracteurs, comment on va laver des déchets, comment on va utiliser de l'eau pour les toilettes, pour le personnel. On va faire de l'arrosage sur des châteaux, pour des pelouses. Voilà, comment est utilisé, quelles ressources sont utilisées pour chaque action. De l'eau potable, oui, mais pour quelle utilité? De l'eau non potable, pour quelle activité? Et ça nous permet d'amener des solutions. On peut parler aussi de pression, les pressions d'eau dans les réseaux. Une surpression va amener une surconsommation. Donc, comment on étudie tout cela? Et tout en regardant aussi le respect des normes et des règles sanitaires. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, des récupérations d'eau de douche. Aujourd'hui, l'ARS, ce sont des choses qui ne sont pas forcément encore qui peuvent être pertinentes, mais qui sont aujourd'hui pas forcément légales, parce que ça pose des problèmes de contraintes sanitaires. Donc, voilà. Il y a tout un tas de règlements. Que pour d'autres usages comme le linge, etc. Exactement, pour la récupération de pluie, pour mettre dans les machines à laver, est-ce que ça présente... Voilà, il y a tout un tas de... Donc tout ça, il faut l'analyser aussi. Ensuite, on parlait de rendement des réseaux tout à l'heure. Dans les parties privatives, il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est pareil, ils sont vieillissants. On travaille sur des parcs et jardins, le parc de Bordeaux Métropole, des sites, l'aéroport d'Orly, par exemple. On a des réseaux qui sont vieillissants. Et donc, on a aussi des fuites. Le problème souvent sur les parties privatives, c'est qu'on n'a pas l'historique des plans. Aujourd'hui, beaucoup de sites ne connaissent pas où passe leur réseau. Donc c'est déjà très compliqué lorsqu'on a une fuite. Déjà, il faut la localiser, mais déjà savoir où passe le réseau, c'est encore plus compliqué. Donc dans ces démarches-là, il faut aussi être, quand on fait une démarche économie d'eau, pertinent sur la réactivité face à une fuite. Parce que si vous faites des démarches d'un côté d'économie d'eau sur les équipements sanitaires, vous mettez de l'hydroéconomie, mais que vous n'êtes pas réactif par rapport à une fuite, en 24 heures, toutes les économies d'eau que vous avez mises pendant les 10 ans avant sont anéanties. Ensuite, il faut travailler également sur les équipements techniques sanitaires. Je vais vous proposer de maintenir votre micro sur votre menton. Pardon, pardon. Bien, voilà, ça sera plus agréable pour nos auditeurs. Et les équipements techniques sanitaires, on parlait de hydroéconomie, on parle de surpresseurs, on parle de systèmes, tout un tas de systèmes techniques sur lesquels on peut travailler. L'hydroéconomie est quelque chose de très pertinent. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des fabricants de robinets, de douches, proposent des solutions hydroéconomes. C'est devenu quand même quelque chose d'assez courant. C'est très rare aujourd'hui que vous achetiez un bâtiment neuf sans que le robinet soit hydroéconomie, ou comme les histoires des doubles chasses. C'est très rare d'avoir des chasses d'eau aujourd'hui à l'ancienne. Ensuite, sur les parties privatives, il y a de l'arrosage aussi, où là, il y a beaucoup d'arrosage aujourd'hui qui tournent encore à l'eau potable. Même aujourd'hui en Gironde, où on a une surexploitation de nappes phréatiques profondes, on a beaucoup de sites, même des sites collectifs, des bâtiments publics, qui tournent à l'eau potable. Pourtant, on s'appelle Bordeaux. Nous avons de l'eau sous nos pieds un peu partout. C'est assez facile d'aller chercher de l'eau. Mais
on a encore des choses à améliorer. On a pu estimer la part de ce type de prélèvement. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce chiffre, mais ça laisse à penser effectivement qu'il y a des leviers à portée de main, là où des choses qui sont pas encore prises dans les consciences, en quelque sorte, qui ne sont pas encore arrivées dans les consciences, et qui représentent finalement je ne veux pas dire des usages aberrants, mais en tout cas qui ne sont pas véritablement pertinents par rapport à ce qu'on cherche à faire. Cette démarche dont je parlais tout à l'heure de performance globale, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment regarder un peu tout ce qui se fait, et vraiment travailler au cas par cas. Au cas par cas, mais même localement, ce n'est pas que par région. Et ensuite, on a les substitutions, comme on parlait tout à l'heure, où on peut prendre des nappes de surface, pas des nappes phréatiques profondes, qui peuvent suffire pour arroser. On peut faire de la récupération d'eau de pluie pour certains usages. Après, c'est une histoire de coût. C'est ça aussi. Il y a une question de retour sur investissement où il faut voir la rentabilité. L'eau, au final, n'est pas très chère. Si on compare à l'électricité, lorsqu'on fait des diag, des audits énergie et qu'on compare à l'eau, on est 7 à 8 fois moins cher que l'électricité. Donc l'eau n'est pas forcément le sujet auquel, si les gens veulent faire des audits, veulent faire des économies d'eau, vont d'abord aller sur l'énergie plutôt que l'eau. Alors qu'il y a des choses très simples. Mais les coûts d'installation, par exemple pour la récupération d'eau de pluie, enterrer des cuves, mettre des cuves, c'est un coût assez élevé. Donc voilà, il y a des histoires de retour sur investissement sur lesquelles il faut travailler. Alors pour être... alors je suis entrepreneur, je suis quelqu'un, on est sur le terrain tous les jours, on est des... voilà, je vais vous citer quelques exemples en fait de solutions pour vous montrer, ce que j'essaie de montrer là-dedans, c'est la complexité et la différence qu'il peut y avoir et comment est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui amener cette démarche globale et qu'il faut vraiment faire du cas par cas et ne pas partir sur une solution simple parce que les incidences ne sont pas forcément identiques. Par exemple, on parlait tout à l'heure, alors à Bordeaux Métropole, ça fait 10 ans qu'on est en marché avec Bordeaux Métropole où on intervient sur l'hydroéconomie des bâtiments, la réactivité par rapport aux fuites, la connaissance des réseaux. Voilà. Aujourd'hui, on a des sites où on a des réseaux vieillissants. Faut imaginer que, comme pour les réseaux publics, les réseaux privés, notamment les parcs et jardins, les stades, il y a tout un tas de sites où on a des kilomètres et des kilomètres de réseaux. Ces réseaux, aujourd'hui, n'ont pas de gestion. Sur les réseaux publics, on gère des réseaux, on les pilote. On est capable de savoir, d'avoir des plans, de savoir en quelle année il a été posé, où est-ce qu'on peut les suivre, et comment on peut les suivre, comment on peut intervenir lorsqu'il y a une problématique. Sur les parties privatives, aujourd'hui, il n'y a pas de gestion de réseau. Ça veut dire qu'on va avoir un bâtiment, un parc, on va réparer les fuites, et puis le réseau vieillit, et on continue à réparer. On fait du curatif et pas de préventif. Et sur Bordeaux Métropole, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de travailler sur du préventif. Mettre en place des outils qui permettent de piloter des réseaux, de suivre des réseaux et d'arriver à les gérer dans le temps. Imaginez du renouvellement de réseaux. Ça veut dire, notamment sur des bâtiments, on a travaillé entre autres sur l'Université de Bordeaux, où on a mis en place un logiciel qui nous a permis de estimer les longueurs de canalisation, voir quel type... Déjà, où elles sont, avoir un plan, déjà, parce que c'est très compliqué d'avoir des plans. Faire un plan, estimer quel type de réseau, combien ils ont de linéaires, par exemple, en réseau diamètre 40, combien ils ont de cuivre, combien ils ont d'équipements sanitaires. Et après, imaginer, au lieu d'attendre que tout casse et de changer, parce que dans un bâtiment qui est habité, lorsqu'on doit faire, par exemple, l'université où on est intervenu, les réseaux sont vieillissants, et tout est en train de vieillir et de commencer à fuir. Comment ne pas changer ça dans le temps et ne pas arriver jusqu'au bout, devoir évacuer le bâtiment pour pouvoir refaire les réseaux. Eh bien, on met en place un système de pilotage qui permet de séquencer les choses. D'accord. Exactement. Ensuite, on a travaillé par exemple sur le Krebs où là, on a mis en place, ils avaient une piscine désaffectée. Sur laquelle ils stockaient de l'eau de pluie qui servait de bassin en fait. Et on a mis des systèmes de pompage où en fait on a récupéré les eaux pluviales du site sont récupérées dans ce bassin. Ils avaient un ancien forage qu'ils n'utilisaient pas. On s'est débrouillé, on a testé le forage, c'était un forage de nappe de surface, c'était pas un forage de nappe profonde. Ces eaux-là, on les a amenées dans le bassin
Et grâce à ce bassin, on arrose tout le site du Krebs, donc tous les stades de rugby, et qui étaient avant arrosés à l'eau potable. Okay. Vous voyez, là, on a le Krebs, il y a beaucoup de monde, mais les consommations les plus importantes sur le Krebs, c'était l'arrosage. Et donc, les actions prioritaires ont été faites sur l'arrosage. Après, on peut équiper les douches, on peut travailler sur ça, mais l'action prioritaire, c'est l'arrosage. Et ça permet d'utiliser une eau de substitution pour pouvoir limiter les consommations d'eau potable. Donc, vous hiérarchisez les leviers d'action en fonction d'opportunités aussi, comme c'est le cas ici, puisque vous aviez à disposition un bassin quasiment gratuit, enfin oui, voilà, préexistant. C'est ça, voilà, c'est ça. Et toujours porter cette histoire de bon sens, quoi, trouver le retour sur l'investissement. Le meilleur retour sur investissement possible. Voilà, Après, les baisses de consommation d'eau sont colossales. Les baisses de consommation d'eau sont colossales. On peut se retrouver avec 70% de réduction de consommation d'eau sur certains sites. On parle de 12%, ou 15% ou 20% sur l'hydroéconomie. Si on travaille aussi sur d'autres choses, on peut descendre vraiment très fortement les consommations d'eau. Et après, on parlait tout à l'heure des syndics et des gestionnaires de bâtiments ou bailleurs sociaux avec qui on travaille. Et là, c'est la même chose. On a il faut mettre du suivi, donc des contrats d'entretien, arriver pour suivre les équipements, les pérenniser, être réactif par rapport aux dysfonctionnements, fuite, problème de surpresseur, problème de pression, et toujours pareil, apporter ces démarches de performance globale. Voilà un peu ce qu'on essaie de réaliser. Merci, M. McDonald. Je décompterai mes interventions du temps de questions-réponses qui est prévu à l'issue de cette conférence. Et avec, pour terminer, l'intervention de M. Marc Lambert qui nous attend en ligne. Monsieur Lambert, si vous nous entendez, vous êtes directeur de la régie du service des eaux, du vivier communauté d'agglomération du Niortais. Donc, vous nous direz peut-être un petit mot rapidement. Vous allez nous parler de maîtrise des consommations en période estivale et du principe de l'effacement de la pointe de consommation, avec un retour d'expérience dans cette période d'été, lié ou conjugué à une crise de sécheresse sur la maîtrise et l'effacement de la pointe, de ce pic de consommation d'eau. L'agglomération du Niortais ayant désormais une vue complète sur le cycle de l'eau sur son territoire, depuis l'eau potable, l'assainissement, les eaux pluviales, la gestion des milieux aquatiques, et jusqu'à la prévention des inondations. Donc voilà une collectivité relativement en avance par rapport à certains programmes en cours d'élaboration. Merci pour votre présence, Monsieur Lambert. Nous vous écoutons et j'espère que nous entendons. Et je peux même vous dire que nous vous voyons. Alors, je vais tenter un partage d'écran. Si ça ne marche pas, est-ce que vous le voyez? Alors, pas pour l'instant. Il y a peut-être un petit décalage. On va vous confirmer ça dans un instant, je pense. Alors, le partage d'écran ne semble pas fonctionner. C'est vous qui avez la main, Monsieur Lambert? Oui, alors j'ai essayé. Donc, je vais repasser. Alors sinon, j'imagine qu'on a le diaporama ici en régie. Si vous voulez, il suffira que vous demandiez la diapo suivante et puis on va vous accompagner. Ça devrait marcher. Est-ce que là, vous le voyez? Là, on le voit, donc c'est parfait. Et est-ce que vous voyez, je mets juste un dernier point, est-ce que vous voyez la petite main qui se déplace sur l'écran? Oui, tout à fait, on vous le confirme. C'est parfait. Bien, c'est parfait. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon visage en même temps, parce que moi, je ne vois que mon écran. Donc, alors là, maintenant, on ne voit que votre écran, mais on vous a vu précédemment, donc on vous retrouvera ensuite pour la séquence de questions, après les 10 minutes de votre présentation. Tout à fait. Donc, je vais essayer de faire très court. Donc, d'abord, désolé de ne pas avoir pu me joindre à vous. On a un contexte assez compliqué. Là, je suis à la fois, donc, je me présente, Marc Lambert, je suis à la fois exploitant donc d'un service en régie, en train de se transformer en SPL, et donc hydrogéologue, modélisateur, ancien chercheur, donc ayant travaillé d'ailleurs sur les nappes de Gironde à un moment donné. Et donc je travaille dans un service dont l'activité de production d'eau concerne environ 100 000 habitants du sud de Sèvres, en Poitou-Charentes, donc en Nouvelle-Aquitaine. Donc, la première chose, je vais aller rapidement dans le vif du sujet, ça va être une présentation un peu en rupture par rapport au vôtre, c'est vraiment la vision de l'exploitant avec un retour d'expérience. Hein, donc, les graphiques que vous voyez à l'écran, donc je prie de m'excuser pour la qualité, j'espère que vous les voyez bien, donc servent juste à préciser que pour cette première page, nous avons eu en 2005 donc une crise sans précédent, un étiage centenal.
Donc, c'est les années que vous voyez ici, janvier 2000, 2001, 2002, 2003, etc. Donc, vous voyez, cette courbe en violet, c'est la quantité maximum de nos ressources en eau. Et la courbe en bleu, ce sont les consommations donc, de l'agglomération. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, à chaque été, donc chaque fin d'été, on a un tutoiement entre les besoins et les ressources. Et en 2005, donc, on a eu des ressources en eau disponibles qui sont passées sous les besoins. On a essayé d'analyser donc en temps réel quels allaient être les risques, puisqu'on avait anticipé cette crise. Puisque, donc, en tant qu'hydrogéologue modélisateur, j'avais pu prévenir au niveau de la sécurité civile dès janvier-février qu'il n'y aurait pas la place et pour de l'irrigation et pour l'eau potable cette année-là, et que pour l'eau potable, les pics qu'on connaissait certaines années n'allaient pas passer, c'est-à-dire qu'on aurait des coupures qui pourraient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans cette année-là. Donc ça a effectivement pas mal ébranlé les médias. Je pense qu'à l'époque, vous avez dû me voir à la télévision, ou alors vous n'aviez pas la télévision. Et donc, on a regardé quels étaient nos moyens pour réduire, et on a décidé ça en février, pour réduire absolument les consommations de pic d'été. C'est une question de survie pour l'agglomération, sinon c'était des vannages, l'hôpital à desservir, etc. Donc, première chose, quand vous regardez les volumes sur la courbe de droite, il faut savoir de quoi on parle. Il y avait des pointes mensuelles en eau, besoin de ressources dans le milieu naturel. Les pointes en eau, donc en sortie de château d'eau, c'est-à-dire après le traitement, parce qu'on a également un traitement en place qui consomme de l'eau, et la moyenne, et puis les eaux distribuées, les pics d'eau distribués que vous pouvez voir chaque année, 2001, 2002, 2003, ce qui m'avait permis d'anticiper la crise, puisqu'on avait effectivement essayé de travailler sur ces enveloppes. Sur la graphique en bas à gauche, vous avez la pointe d'été actuelle, fin 2010-2011, vous voyez qu'on a complètement gommé ces pics estivaux, y compris jusqu'à une baisse qui se traduit par le départ des Niortais en vacances sur la côte. Entre ces deux graphiques, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette crise, donc si vous regardez le graphique en bas à droite, donc cette courbe-ci, vous la retrouvez là. Donc vous voyez qu'on était effectivement sur quelque chose d'assez faible. Et vous voyez la courbe des besoins qui s'est mise à croiser. Donc, à croiser les ressources disponibles. Ça, c'est des secours qu'on a activés. Et si effectivement nous avions conservé nos pics de consommation, on aurait effectivement eu à peu près cette forme-là de courbe, et on aurait eu plusieurs mois, donc plusieurs mois avec des coupures d'eau sur toute la ville, chose inédite. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé d'abord de voir comment on allait atteindre les pics de température, les pics de consommation liés à la température. Et là, je fais un petit focus sur les questions de consommation réelle, cerner les consommations réelles, si on veut jouer dessus, cerner la consommation réelle des usagers. Ce graphique en haut à gauche, vous voyez, c'est les besoins d'eau dans le milieu naturel, donc depuis les années 2000 jusqu'aux années récentes. En rouge, ce sont les besoins en eau quand on arrête le traitement. Si on distribue une eau sans la dénitrifier, on gagne tout ce volume-là si c'est nécessaire. Et ce volume-là, ce sont les fuites. Vous voyez, on est passé de pratiquement 4 millions de fuites à quelques centaines de milliers de mètres cubes de fuites. Donc le gros du boulot, bien entendu, ça commence par travailler sur les réductions, parce que les pics seront d'autant moins élevés que la consommation de base sera basse. Et d'autre part, vous voyez sur ce graphique en bas, la différence, et qui n'est pas négligeable, ça peut être 5 à 10% entre les besoins en eau, la consommation réelle des abonnés, et ce que vous donnent les informations de facturation. Donc, on a travaillé sur comment épurer tous les aspects liés aux fuites pour revenir aux consommations des usagers. Donc, cette tendance des consommations des usagers des années 2000 à 2018, vous voyez qu'elle a baissé, et voir comment les événements comme les canicules, les arrêtés sécheresse, une augmentation des prix qu'on a constaté en 2008-2009 ont pu avoir une incidence sur les consommations, que ce soit en été ou que ce soit le reste du temps. Et donc, on a travaillé vraiment sur la distinction entre le ressenti de ces effets
et sur la réalité, la réalité des mesures. Et notamment, le parc de compteurs a été examiné de près et on a diagnostiqué une partie de compteurs avec des millésimes et des années bien précises, avec des études de smart data assez poussées, qui nous ont permis de trier tout ça pour aller au comportement réel des usagers. Et donc, y compris sur les aspects élasticité prix, c'est-à-dire réponse des usagers à une augmentation du prix annoncée ou médiatisée. Et donc, je poursuis mon propos. Donc, premier focus, le lien entre les températures et les pics de consommation. Avant que survienne la crise de 2005, vous voyez en haut à gauche les températures maximum donc, qui avaient été observées. Je vous rappelle que c'était les canicules annuelles, on a dépassé les 40. Et le lien entre ces températures maximales et les pics de consommation donc, en tête de réseau. Donc avec les quelques effets de pluie. Donc là, très nettement, on a pu mettre en évidence que effectivement, pour tout degré supérieur à 25 degrés en moyenne journalière sur les journées chaudes, on avait 400 mètres cubes par jour de besoin en plus, ce qui pour nous était vraiment quelque chose d'important à noter. Et donc le traduire en termes de tendance et de prospective pour la suite, c'était effectivement faire cette analyse des pics et cette analyse des bases de consommation. Et quand on regarde la sensibilité aux pics de température et qu'on s'amuse à juste tracer une courbe qui permet d'extrapoler les variations de température sur l'année avec les tendances jusqu'à 2100, on voit on a constaté qu'on était sur l'enveloppe, hélas, c'est juste un constat, sur l'enveloppe supérieure des scénarios du GIEC. Donc ça nous oblige, si vous voulez, à travailler sur effectivement les pics d'été, puisque nos ressources en eau sont précaires en été du fait que c'est des résurgences karstiques qui se remplissent l'hiver, et si elles sont mal remplies l'hiver, l'été peut être difficile. Et sur les tendances générales, et quand vous regardez juste la photo des consommations moyennes, donc sur ce graphique en France, donc par litre, en litres par jour par habitant entre les départements du sud-est et puis les départements du nord, vous voyez qu'on peut être du simple au double. Donc on a effectivement cette possibilité d'agir dans ces proportions-là en travaillant sur tous les paramètres. Alors travailler sur tous les paramètres, ça veut dire connaître en fait. Il s'agit de connaître bien ses consommateurs, sinon vous ne pouvez pas effectivement être pertinent sur les méthodologies. On a travaillé notamment sur l'effet du prix, savoir si un effet dissuasif avec l'augmentation du prix pouvait être observé, quels effets ça pouvait avoir également sur les catégories socio-professionnelles, puisqu'on avait une part non négligeable de personnes en pauvres en eau, puisqu'on a individualisé tous nos logements socio-collectifs en facturation, et que quand vous regardez les secteurs d'activité qui correspondent au parc de compteurs que nous avons, bon, on est dans le tertiaire, le nuirté, c'est les activités financières, assurances, dans le commerce, et tout le reste, c'est effectivement du domestique. Donc, comportement majoritairement domestique, facturation directe dans les logements sociaux collectifs, ça nous a permis d'aller assez rapidement au comportement du consommateur. Et donc, avec notamment, avec l'effet de la sécheresse, une analyse également de l'évolution estimée de l'usage des systèmes alternatifs, c'est-à-dire les systèmes d'évitement, soit les récupérateurs de pluie, soit les forages, et des tendances à la hausse de ce genre de solutions, dont certaines ne sont pas forcément adaptées. Également, la réduction du nombre donc de personnes et d'occupants par résidence principale et l'évolution du type de logement. Tous ces éléments pour essayer d'avoir une idée de comment vont réagir les gens à des situations de stress hydrique, quelle est leur marge de manœuvre, et puis comment au niveau tarifaire on pouvait effectivement orienter les choses. Une fois que vous connaissez le comportement de vos consommations en été et le comportement de vos consommateurs, donc qu'est-ce qui a marché? Je résume donc un focus sur les choses qui ont fonctionné, et après je parlerai des effets de bord et des choses qu'il ne faut pas perdre de vue quand vous êtes exploitant. D'abord, la première chose qui a marché, c'était baisser la moyenne annuelle. Le rendement du réseau, on est passé de 60% en 2003 à mon arrivée à 90% en 2020, enfin plus de 90% de rendement de réseau.
c'est la mise en place d'une équipe fuite, de sectorisation, comme l'ont dit mes collègues, de comptage nocturne, de prélocalisateurs. On a plus de 300 capteurs en permanence sur l'hypercentre de Niort et la périphérie qui surveillent les consommations nocturnes et les fuites et les diagnostics de fuite. On a également un SIG qui est précis jusqu'au réseau avec une cotation 120 dans les rapports annuels, ça parlera aux exploitants. On est vraiment effectivement donc là avec une connaissance fine de notre patrimoine. On a fait un audit du parc de compteurs, on l'a optimisé, on a remplacé les compteurs pour être certain que ce qu'on mesure en sortie de château d'eau, on le rapproche le plus facilement possible de la consommation auprès des usagers. Et donc, on a joué également sur les tarifs, alors volontairement et involontairement. La baisse des consommations, ça nous a obligé à réactualiser nos tarifs, mais c'est le chien qui se mord la queue. Quand vous augmentez vos tarifs pour garder vos recettes constantes, il y a un effet d'annonce, effectivement, et une réaction des usagers qu'on a réussi à quantifier. Et donc, on a mis en place avec des chercheurs, dans le cadre du projet O3E, avec Bernard Barraquet et Marie de Sanga, des designs tarifaires pour essayer, avec des tranches progressives et une petite partie fixe, et avec une année choc où ont été annoncés des changements de tarifs, à baisser également encore de quelques pourcents les consommations. Donc, et pour finir, les incitations aux économies, dont mes collègues vous ont parlé abondamment, je ne vais pas y revenir. Nous, la particularité, c'est qu'avec la médiatisation de la sécheresse de 2005, nous avons eu des arrêtés préfectoraux et municipaux croisés, un relais avec des médias locaux et même en 2005 des médias nationaux, avec un effet qui a été constaté, donc conjoncturel quand même, mais un effet possible de 10 à 25% sur vos pics de consommation d'été. Donc il faut savoir que cette marge de manœuvre, pour les collectivités qui auraient un problème de ressources en été, elle est possible à aller chercher 10 à 25% sur le seul comportement des usagers après avoir trié ce qui correspondait de nos efforts sur les réseaux et trié le comportement des usagers. Donc la sensibilisation de la population, mais ce sont des animations locales, des foires expo, des solutions d'économie d'eau comme celles qui ont été citées, des actions auprès des logements collectifs. Donc là, l'individualisation nous a permis de sensibiliser directement ces consommateurs. Les messages de la préfecture chaque été, en même temps qu'ils font des arrêtés d'usage agricole, on a doublonné ces arrêtés d'arrêtés sur le comportement des usagers. Et à Niort, l'habitude est ancrée, elle est restée dans les mœurs. Chaque été est désormais en creux pratiquement par rapport aux années d'avant où on avait un pic. Les gens ont arrêté d'arroser leur pelouse. Il y a des récupérateurs d'eau de pluie, des forages qui sont développés. Là, je vais faire un focus sur les forages pour finir. Et donc, on a effectivement gommé notre pic d'été avec une crise en 2005 qui a sensibilisé les usagers et de façon durable. Et donc, dont effectivement on a partagé l'origine et puis les différents leviers dans le cadre des groupes de travail ou de colloques avec la FNCCR, puisque nous sommes également adhérents FNCCR et France au Public. Donc j'encourage tous les collègues exploitants qui ne le sont pas déjà à rejoindre les groupes de travail sur les économies d'eau de la FNCCR. Voilà maintenant le petit focus en conclusion que je voulais vous signaler, c'est que donc nous, on est déjà dans l'après, puisqu'on est déjà sur les objectifs de baisse de consommation d'eau qui sont envisagés dans le club. Donc on peut toujours faire mieux, mais là, on commence à tutoyer les limites. Dans les études d'économétrie qu'on a lancées sur le comportement de nos usagers, on a montré qu'il y aurait une asymptote de confort à environ 20 mètres cubes par an par habitant, en dessous duquel on commence à changer complètement de façon de fonctionner. Donc retenez ce chiffre, c'est issu d'une étude d'économétrie donc menée dans le cadre du projet O3E sur notre territoire, sur environ sur 20 ans pour une trentaine de milliers d'abonnés, si on poussait vraiment très très loin le bouchon, et avec 20% de logements sociaux individualisés. Donc il faut savoir qu'après on change de comportement, on est dans des difficultés des pays méditerranéens ou d'Afrique du Nord. Donc les stratégies d'évitement sur l'augmentation du prix et sur les arrêtés sécheresse, il y en a eu des bonnes avec des récupérateurs d'eau de pluie, on a vu plus d'un millier sur notre territoire, avec donc des récupérateurs qui font jusqu'à 10 mètres cubes et des baisses sur la consommation d'eau qui ont été observées à partir de notre analyse fine des baisses de consommation qui pouvaient aller de 1 tiers à 2 tiers de consommation par foyer. On a eu malheureusement aussi des forages très peu déclarés, avec un effet d'aubaine pour des entreprises non habilitées qui se sont déplacées, sauf que pour le coup, ça impacte sur la même ressource en eau.
Et donc, c'est une fausse bonne idée et ça peut même poser des problèmes. Là, ça peut aller jusqu'à 2/3 de consommation par foyer, sans parler des problèmes pour le paiement de l'assainissement. Et sachez que ce n'est pas forcément une bonne idée non plus pour les agriculteurs qui se sont trouvés dans des situations où tous leurs forages en 2005 se sont retrouvés dénoyés et donc ils se sont rabattus massivement sur des demandes de raccordement au réseau d'eau potable et on a eu un bond sur le nord de Sèvres de 10% de consommation de pic d'été uniquement lié aux effets sécheresse sur le fait que les forages agricoles et d'élevage de bétail étaient dénoyés. Donc voyez les effets de bord. Donc, évidemment, sur les équipements, on sait qu'on peut baisser de 10 à 30% par logement sur ce qu'on a pu observer sur la période, avec la réaction des usagers. Et donc, ne pas oublier les autres effets de bord quand vous allez vous lancer dans toutes ces baisses. Donc, après avoir bien analysé vos comptages et vos consommations, nous, on avait une usine qui était dimensionnée pour 40 000 m3 jour. On a divisé quasiment par 2 les pics de consommation. Ah, on vous a perdu, Monsieur Lambert. Je ne sais pas si vous nous entendez. Si vous nous entendez toujours. En tout cas, le temps de vous retrouver. Alors, on montrait effectivement une baisse des tirages en été avec un temps de résidence important, une reprise de bactériologie. Et on a également eu des problèmes de température d'eau dans les châteaux d'eau, ainsi bien entendu que les baisses de recettes, mais ça je dirais c'est beaucoup plus conjoncturel. Donc voilà le point que je voulais partager avec vous sur ce retour d'expérience. Merci beaucoup Monsieur Lambert, Marc Lambert, merci pour vos diapos parfaitement parlantes, très parlantes pour la plupart d'entre elles. Merci pour ces points de vigilance que vous avez résumés dans la toute dernière diapo, dont nous pourrons reprendre connaissance puisque ces diaporamas sont à disposition a posteriori. Vous pourrez les retrouver en replay notamment, après les avoir vus en direct sur notre chaîne YouTube, comme vous êtes en train de le faire. Encore quelques minutes pour, avant de nous séparer, éventuellement compléter les uns ou les autres sur vos interventions respectives. Je voudrais revenir, si vous le voulez bien, Monsieur Paul. Alors déjà, on voit encore une fois effectivement un message très positif sur l'intérêt de se rapprocher de tous les retours d'expérience que propose la FNCCR ou ses adhérents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à croiser. Bravo, Monsieur Lambert, qui est toujours parmi nous. Vous pourrez intervenir également. Bravo aussi pour ces résultats qui sont absolument spectaculaires. J'allais vous poser la question des leviers, encore que j'ai posé tout à l'heure à d'autres intervenants. Je pense que vos diapos sont très clairs. Vous avez parlé des compteurs, etc. Ce qui explique probablement, j'imagine, les différences, par exemple, la sous-facturation entre le réel consommé et ce qui est facturé. Enfin, on voit qu'il y a plein de petites choses sur lesquelles vous avez agi. Mais ce passage de 60% de rendement à 90% de rendement en moins de 20 ans, si on prend les chiffres autrement, c'est plus 50%. C'est 50% de rendement en plus en moins de 20 ans. C'est vraiment, effectivement, là, il n'y a pas photo, c'est très, très spectaculaire. Je reviens sur ce paradoxe, Monsieur Paul, qui intéresse beaucoup de collectivités, beaucoup de régies. Ce paradoxe ou cette équation particulière qui fait que plus on fait d'efforts, plus on réduit la consommation, plus on se met en difficulté, on se tire une balle dans le pied, évidemment, en termes de ressources financières pour justement continuer d'investir, d'entretenir, de faire fonctionner les réseaux, de les améliorer, etc. Je me suis laissé dire que même en Allemagne, dans certaines situations, on a même des réseaux d'assainissement qui se bouchent car il n'y a plus assez d'eau pour évacuer les matières. Donc on arrive à des situations extrêmes. Alors c'est un problème aussi technique, au-delà du financier. Alors j'imagine que si la solution parfaite existait, vous l'auriez déjà appliquée partout et depuis longtemps. Mais d'après vous, quelle est la manière de changer de paradigme ou de faire évoluer les choses sans pénaliser ni l'opérateur, ni le régisseur, ni le consommateur? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver comme point d'équilibre? Alors, il y a des tas de collectivités, vous l'avez dit, Marc l'a évoqué, mais on l'a évoqué depuis ce matin, qui ont trouvé des solutions. Si vous voulez, je peux quitter 2 minutes ma casquette de vice-président de la FNCCR pour prendre celle de l'élu en charge de l'eau sur la métropole de Nice-Côte d'Azur, pour vous dire comment on a essayé de résoudre l'équation que vous venez de décrire. Nous avons fait le choix, en faisant une analyse de nos abonnés, de mettre en place une tarification progressive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gardé la tarification binôme, on a une part d'abonnement, et après une part au volume consommé. Mais en fonction de l'eau qu'on consomme, on ne paye pas le mètre cube au même prix. En clair, les 60 premiers mètres cubes, on considère que c'est vraiment une consommation incompressible
de 0 à 60 mètres cubes par an, c'est vraiment incompressible. C'est vraiment l'eau C'est indispensable. quasiment une tarification sociale de l'eau. Là. Voilà. Là, on a mis en place 20% moins cher sur le prix du mètre D'accord. cube. De 60 à 120 mètres cubes, on a baissé le prix de l'eau de 10%. D'accord ? Et au-delà de 120 mètres cubes, on a augmenté le prix du mètre cube de 7,5%. Ce qui fait un delta entre 120 mètres cubes et au-delà de 17,5, puisqu'on a moins de 10 et plus 7,5. D'accord. Donc, comme tous les abonnés bénéficient de la baisse des premiers 60 mètres cubes, puis de 60 à 120, on va jusqu'à 350 mètres cubes pour avoir l'isofacture. D'accord ? Tous ceux qui consomment moins de 350 mètres cubes par an ont vu leur facture baisser. Bien, plus on se rapproche de 350 mètres cubes, plus la baisse est faible. Oui. Mais on s'est aperçu que sur la ville de Nice, eh bien, en faisant cette tarification, on a baissé la facture d'eau de 80% des Niçois. 80% des abonnés ont vu leur facture d'eau baisser. Et en fait, les 20% consomment 80% des volumes. Vous voyez ? Et donc, c'est ceux-là qui ont payé davantage. Donc, on a mené en même temps cette tarification avec l'individualisation des compteurs, comme ça nous a été dit. Donc, dans tous les logements sociaux, on a procédé à l'individualisation avec distribution des packs hydroéconomes pour dire aux gens, bon, maintenant, vous allez être acteur de votre facture d'eau et on va vous aider à économiser l'eau en distribuant les packs, en faisant de la formation. Et on s'est aperçu que la consommation, elle a baissé quand même de 2%. Par contre, vous avez des gros consommateurs sur le territoire de la métropole, des gens qui viennent passer 15 jours sur la Côte d'Azur, qui ont la pelouse qui est toujours verte, la piscine qui est toujours prête à être utilisée. Moi, je dis, il faut essayer d'éviter les gaspillages. Il ne faut pas demander aux gens de vivre comme si on était au milieu du désert. Ce qu'il faut, c'est que lorsqu'on a des consommations, des pics de consommation dans les périodes d'étiage, etc., ben, c'est que ces gens-là contribuent au maintien des recettes du service pour nous permettre d'investir et pour nous permettre de faire en sorte qu'on ait toujours la continuité du service et de l'eau de qualité. Voilà. Et honnêtement, on a eu zéro retour de gens, des gros consommateurs. Alors, les grands hôtels, etc., vous imaginez ce que ça représente sur la facture d'une nuit d'hôtel. Quand vous allez dans un palace, le fait que le mètre cube d'eau augmente de 10%. Enfin, tout ça, c'est anecdotique. Mais d'un point de vue intellectuel, on dit les personnes âgées qui font attention, qui coupent leur robinet, etc., des gens qui ont un comportement vertueux, qui ont réduit leur consommation, eh bien, ils sont encouragés et ils ont retiré les bénéfices. Voilà. Et puis l'eau, ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont la volonté d'utiliser davantage d'eau, eh bien, il a payé plus cher. Et c'est normal que l'eau pour remplir sa carafe soit moins chère que l'eau pour remplir sa piscine ou pour arroser sa pelouse. Voilà, merci pour ce développement et cette illustration. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est très concret. Je pense que beaucoup peuvent s'inspirer en tout cas de la tendance et du principe. Monsieur Eisenbach, je vous en prie. Juste pour compléter votre question, enfin répondre à votre question, s'il faut parler de changement de paradigme, c'est peut-être que les services des eaux soient conscients qu'ils ne soient pas uniquement des producteurs d'eau potable et des distributeurs, mais ce sont aussi des gestionnaires de la ressource. Et ce qui, en fait, ça veut dire que mettre en place des cellules économie d'eau, faire en sorte d'avoir des économies d'eau, ça risque d'avoir effectivement un impact sur les recettes, mais ça peut aussi avoir aussi une diminution en termes d'investissement par rapport à la ressource en eau. Et c'est pour ça que c'est important que le service d'eau potable puisse être gestionnaire de la ressource. C'est quelque chose qu'il peut faire maintenant depuis récemment. Il y a la loi de proximité, engagement de proximité de fin 2019 qui autorise la prise de mission de gestion de la ressource pour les services d'eau potable. Voilà, donc il faut que, je pense que c'est important que ce côté gestionnaire de la ressource qui s'empare de ce sujet-là. Voilà. Ah oui, très bien. Merci pour cette précision. Voilà, deux interventions très complémentaires et très, très pertinentes par rapport justement aux préoccupations des collectivités ou des acteurs qui nous écoutent. Monsieur McDonald, juste une petite question pour compléter votre intervention tout à l'heure. Je souhaitais revenir sur l'allusion que vous avez faite à la réglementation sanitaire, qui peut être un obstacle dans certaines situations ou qui peut paraître un obstacle infranchissable. Je pense à toutes les tentatives qui sont faites d'utiliser de l'eau non conventionnelle. On a parlé, j'en profite pour faire la petite seconde culturelle, si je puis dire, puisque tout le monde, parmi les plus profanes d'entre nous, ne sait pas ce que veut dire reuse, etc. Utilisation d'eau usée ou qui sont dites non conventionnelles et qui ne sont pas forcément autorisées à la consommation aujourd'hui. Comment ça va se passer ? C'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'il faut faire la preuve que ça marche pour que la réglementation évolue, ou est-ce que rien ne se fera tant que la réglementation n'aura pas bougé ?
Oui, on parle de reuse, on parle de... Ça, c'est plutôt pour les bâtiments, mais ça existe aussi pour des activités professionnelles. Là, on parlait des châteaux tout à l'heure. Beaucoup de personnes qui s'occupent des châteaux font face à des problèmes de réglementation et ne peuvent pas, par exemple, ramener de l'eau non potable dans les chais pour laver le sol, ou le font, mais en sachant que s'ils ont le contrôle, voilà, ils vont risquer d'avoir des problèmes. Et je pense qu'il faut les mettre autour de la table, en fait. Je pense qu'il faut mettre ces décideurs, que ce soit l'ARS, tous ces gens-là, beaucoup plus ils le sont, mais peut-être beaucoup plus en contact et proche des acteurs. Là, je parle des châteaux, puisque c'est une étude que l'on fait en ce moment. On a diagnostiqué plusieurs châteaux, et plusieurs personnes des châteaux nous ont dit, mais nous, on aimerait bien pouvoir discuter avec eux. Et, mais vous avez qui comme contact? C'est simplement ça. Donc peut-être, alors je ne sais pas, je n'ai pas forcément la solution. Est-ce qu'il faut passer par les législateurs? Est-ce qu'il faut passer par les élus locaux? Les élus, les acteurs, les rapprocher, les sensibiliser aux économies d'eau, aux problématiques du quotidien. Voilà, il y a tout un tas de... Voilà, il y a plein de réglementations, sujets, économie d'eau, tout ça. Qu'en pense la FNCCR, Monsieur Paul? D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation sur l'utilisation de l'eau usée traitée est en train d'évoluer au niveau européen, et que donc la déclinaison que peuvent en faire les États après pourra évidemment dépendre de la rédaction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a des possibilités qui existent, qui sont prévues par des textes réglementaires qui définissent l'utilisation de l'eau usée traitée. Ensuite, il y a d'autres possibilités. Et vous évoquiez c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que c'est la loi qui fait l'usage ou l'usage qui va faire évoluer la loi? Les agences de l'eau, et c'est le cas en RMC, mais c'est le cas certainement en Adour-Garonne, ont lancé des appels à projets pour justement porter des actions innovantes en matière d'utilisation des eaux usées traitées. Réutilisation, RE, des eaux usées traitées, réut en français. Après, on peut utiliser des anglicismes, mais voilà, pour que tout le monde parle la même chose. Ou les eaux non conventionnelles, c'est les eaux de pluie qu'on stocke et qu'on peut utiliser. Donc, il y a des appels à projets de l'Agence de l'eau qui financent des collectivités ou des porteurs de projets qui veulent aller au-delà de ce que permet la réglementation et qui vont permettre, avec l'ARS, avec le tour de table de toutes les autorités, d'expérimenter dans un cadre précis. Ah oui. Alors là, c'est bien, c'est un projet précis, une idée, et tout ce qu'on met en place comme protection pour éviter les garde-fous. Exactement. Ouais. Et donc, c'est valable pour ce projet-là. Et quand il y aura plusieurs expérimentations, on espère que ça va permettre aux législateurs d'étendre un peu la réglementation pour permettre de nouveaux usages qui ne sont pas prévus aujourd'hui par la loi. Et donc, l'expérimentation existe et en plus, elle est financée par les agences de bassin. Donc, vous avez répondu parfaitement à ma question en ce qui concerne la démonstration par les nouveaux usages dans un cadre réglementé, surveillé, avec les acteurs concernés. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monsieur Lambert, également, pour vous demander, si vous le voulez bien, on approche de nous sommes à la fin de notre conférence. On a consommé le temps imparti pour cette partie. Ce n'est pas pour vous proposer le mot de la fin, mais quand même, compte tenu de la pertinence des actions que vous avez menées et du recul dont vous disposez maintenant, je me demandais si... à l'adresse de représentants de collectivités, plus ou moins techniciens qui nous écoutent et qui auraient l'intention de prendre les choses en main et d'entreprendre un programme d'action qui ressemble au vôtre ou qui s'en inspire. Si vous deviez nous faire part du tiercé de vos priorités, quelles seraient vos recommandations? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, je dirais, dans les 3 premiers points? Quels seraient-ils et quelle serait votre suggestion en la matière? Alors, je suis intervenu aux Mines de Paris, à AgroParisTech, sur des formations là-dessus. Je commence par tout simplement un ratio. Un ratio qui est le ratio entre la capacité de la ressource en eau disponible, et donc à son moment le plus bas dans l'année, et le pic de consommation, en l'ayant vraiment objectivé, cerné, donc à la journée, c'est pareil, dans l'année. Et si vous avez, quel que soit le moment de l'année, un moment où ça se croise, le pic de consommation par rapport au minimum de la ressource, retravailler ce schéma-là, parce que le pire, c'est de le vivre comme je l'ai vécu en 2005, c'est-à-dire qu'on avait commencé à travailler dessus, heureusement, en en arrivant en 2003, mais c'est d'avoir à tout inventer en urgence. Voilà, donc ça, c'est le premier point,
C'est vraiment un ratio simple, mais si vous partez de ce constat-là, ça vous amène à repenser vos stockages, à repenser vos disponibilités de ressources, etc. C'est quelque chose de simple à partir duquel on peut travailler. Deuxième point, bien entendu, c'est les rendements des réseaux cyclo. Ça me paraît, toute la partie connaissance de son patrimoine, optimisation, c'est évident, c'est à la fois de l'économique et technique. Et en même temps, pour finir, l'aspect, alors, on va dire il y en a un quatrième, il y a l'aspect social qui est surtout pas à négliger, surtout dans le futur où la température, la maîtrise des consommations d'été, ça va être compliqué. Donc quand même faire des prospectives sur les pics de consommation et sa population. Et pour le mot de la fin, bien entendu, ce que disaient mes collègues du SMEGREG, hein, de vraiment travailler sa prospective de ressources en eau et pas tout seul, puisqu'on a mis en place dans les Deux-Sèvres un schéma directeur départemental, un plan de secours départemental, où on a pris comme exemple 2 années très sèches, 2005 et 2017, comme scénario de crise pour voir si on pouvait s'épauler les uns les autres, faire des interconnexions, se sécuriser pour arriver à passer des situations qu'on aura à connaître. Donc c'est vrai que mon mot de la fin, c'est ne pas travailler tout seul. Quand on est sur des problèmes de rupture d'alimentation en eau des agglomérations, c'est un sujet de sécurité civile qui dépasse le cadre du seul service lui-même. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lambert, pour ces dernière recommandation en guise de conclusion. Je me garderai bien d'en faire une moi-même, mais je n'ai pu m'empêcher de faire le parallèle dans vos différentes interventions avec ce qui concerne l'électricité ou même notre alimentation, pour lesquelles on a coutume de dire que, comme ça pourrait être le cas pour l'eau, finalement, l'eau la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, d'une façon ou d'une autre. C'est aussi celle qui vous intéresse prioritairement, j'ai cru comprendre. Mais en tout cas, merci pour toutes vos suggestions, recommandations. Je vous propose de nous retrouver en début d'après-midi à 14h précisément pour une prochaine conférence consacrée à la coopération et au développement international pour l'eau et l'assainissement. Vous serez peut-être parmi nous, Monsieur McDonald, ou peut-être en ligne avec nous, puisque vous connaissez cette problématique. Vous êtes impliqué à titre personnel, vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce type d'action, et comment les collectivités peuvent-elles participer à ce développement international pour l'eau et l'assainissement. C'est ce que nous verrons avec nos prochains invités que je vous présenterai en début d'après-midi à 14h, après avoir remercié encore une fois nos 5 intervenants pour cette conférence consacrée à la ressource en eau. Bonne continuation à toutes et tous, et à très bientôt pour la prochaine conférence. 3, 2, 1.